Bonjour à toutes et tous, merci Pierre. Alors je suis désolée, c'est à moi que revient d'assurer le moment corporatiste un peu de la journée. Je vais essayer de ne pas faire trop long, évidemment, pour pas être trop pénible pour ceux parmi nous qui ne seraient pas avocats ou élèves avocats et qui assistent à cette journée. La question qui m'a été posée, c'est de savoir quels sont les impacts en fait de pas seulement la loi sur le devoir de vigilance, on va envisager ça sur un périmètre plus vaste, hein, avec toutes les réglementations finalement qu'on pourrait faire rentrer dans la RSE pour la profession d'avocat. Alors en fait, les impacts, ils sont doubles et de deux catégories. Le premier, pour moi, c'est un enjeu économique en réalité pour la profession d'avocat, puisque nous sommes prestataires de services. Et à ce titre-là, on a un enjeu de positionnement de notre offre de service. Donc vous le savez tous et toutes ici présents, puisque vous avez suivi tous les débats qui ont eu lieu tout au long de la journée. On est sur des questions qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui sont en très forte évolution, avec un accroissement de la norme applicable, et donc mécaniquement, en fait, potentiellement l'accroissement des nouveaux marchés pour les avocats. Et moi, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur la nécessité de s'en saisir. La nécessité de s'en saisir sur tous les aspects en fait du métier de l'avocat, c'est-à-dire qu'on va forcément penser de manière évidente à la défense des entreprises lorsqu'il y a des contentieux, lorsqu'il y a des enquêtes qui sont diligentées par des autorités étrangères par exemple. Mais il faut évidemment surtout pas négliger toutes les prestations qu'on peut fournir en amont, les prestations de conseil bien entendu, des prestations même de formation à nos clients. Et puis des prestations qui peuvent être évidemment d'enquête interne. Donc là, c'est le moment big up pour Stéphane de Navacelle. Je ne sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, je pense qu'on peut collectivement le remercier puisque il est le premier à apporter sa pierre à l'édifice de la formation continue des avocats, à être toujours présent pour leur répondre lorsqu'ils ont des interrogations, notamment sur l'application de la déontologie. Donc voilà, c'est important, je pense, pour les confrères de se former pour pouvoir être présents sur ce périmètre conseil et contentieux qui est un périmètre naturel. Et puis peut-être, pourquoi pas, envisager aussi, notamment sur tout ce qui est données extra-financières, de positionner l'avocat aussi sur l'assurance des données. Là, je ne veux pas spoiler l'intervention de Pascal Durand parce que je ne doute pas qu'il vous en parlera tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui paraît vraiment essentiel, mais qui nécessite bien entendu d'être intéressé par le sujet et de faire cet effort de formation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une enquête de l'Observatoire qui date du mois dernier, l'Observatoire de la profession d'avocat, qui a montré, sur la base d'un sondage auprès d'un panel représentatif de confrères, que en réalité, les cabinets aujourd'hui, ils identifient des secteurs comme étant porteurs d'intervention, mais ils n'adressent pas leurs investissements en termes de développement, en termes de formation et en termes de recrutement, c'est très important pour les jeunes, je sais qu'il y a des élèves d'avocats dans la salle, sur en fait ces secteurs porteurs. Donc il faut vraiment changer de paradigme. Je pense qu'il est quand même temps voilà, d'avoir une approche pro-business tournée vers l'avenir et donc se saisir de ces sujets. Pour pas des entreprises comme les autres, parce qu'effectivement, on a une déontologie, on a des obligations particulières à ce titre. Qui sont essentielles et qui font notre ADN, mais pour autant, nous sommes des acteurs économiques. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien, on est des acteurs économiques, mais enfin par rapport aux seuils qui sont définis au champ d'application de toutes les réglementations applicables, on n'a pas l'air dedans. Quand on pense au travail des enfants, on n'est pas vraiment concerné. Des grosses pollutions Ah industrielles si, non mais plus. j'entends. Donc, Moi j'ai le son. ah, pardon. Mais j'ai C'est l'image qui est vrai. buggée.
C'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir l'air, comme dit comme ça, très très loin de nous. C'est vrai que je me risquerai pas à des statistiques ou des données chiffrées parce que je ne les sais pas, je ne les ai pas, mais je pense qu'effectivement, on peut partir du principe que presque aucun cabinet ne relève en termes de seuil fixé, de réglementation contraignante. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire des efforts. On le voit d'ailleurs, les réglementations ont drainé, et notamment en France, puisqu'elles sont anciennes par rapport à certains textes, comme la loi sur le devoir de vigilance maintenant, une amélioration des pratiques chez les partenaires commerciaux des entreprises qui, elles, sont assujetties. On sait que le champ d'application a vocation à s'étendre vers les PME. Et effectivement, c'est dans la catégorie PME qu'on va trouver les cabinets d'avocats, ou très PME, en tout cas dans leur immense majorité. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas attendre d'être contraint par la loi pour s'intéresser à ces questions et à la façon dont on peut exercer, dont on peut construire son cabinet, son entreprise d'avocats d'une manière vertueuse, avec une préoccupation de son impact et en ayant à l'esprit des objectifs de développement durable. On est en octobre 2022. Bon, voilà, je pense qu'on est tous rattrapés par l'actualité. Il faudrait vraiment être complètement hors sol pour ne pas se dire que c'est quelque chose que les avocats ont vocation à envisager. On a vocation à l'envisager tout simplement parce qu'en fait, on est des citoyens et on est très souvent très fort pour revendiquer notre place dans la société, venir dire qu'on est là pour être les garants des libertés fondamentales, ce qui est absolument vrai, hein, évidemment, mais pour voilà, se positionner comme partie prenante d'une société démocratique, comme un des piliers d'une société démocratique. Et c'est bien et c'est nécessaire. Mais j'estime que la continuité directe, c'est aussi de se poser la question de savoir comment on travaille dans nos entreprises d'avocats. Et puis, au-delà de cette envie de soumission volontaire parce qu'on se sent investi d'une manière citoyenne, parce qu'on se sent concerné par les droits des générations futures, à titre personnel ou collectif dans son cabinet, en fait, on est rattrapé tout simplement par un enjeu qui est un enjeu économique assez basique. Comme les autres entreprises, on est soumis à un enjeu réputationnel. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on est soumis à un énorme problème RH en ce moment de recrutement des cabinets d'avocats. Et donc, quand on sait et qu'on constate en fait les sujets par lesquels sont concernés en fait les générations qu'on essaie maintenant de recruter dans nos cabinets, force est de constater qu'on ne peut pas éluder la question et que c'est manifestement le fait de prendre des engagements en la matière un mécanisme de fidélisation aussi, enfin de recrutement déjà d'attrait des collaborateurs et de fidélisation ensuite des collaborateurs. Moi, j'en suis absolument convaincue. Et donc, voilà, on a cet atout réputationnel aussi qui va s'appliquer vis-à-vis de nos clients, hein, parce que certains vont se poser la question de savoir comment on travaille. Alors, je vous dis ça, mais qui n'est pas le moindre sujet sur le contenu de mon intervention. Quand je dis, par exemple, nos clients vont s'attacher à notre réputation, à la matière et à nos engagements, il n'est évidemment pas question de vous dire ici que le fait de se soumettre volontairement à des démarches RSE, à des engagements, de les publier, je vais y revenir plus tard, doit entrer en contradiction d'une manière ou d'une autre avec la déontologie de l'avocat, avec son secret professionnel et avec le principe même aussi que nous sommes là pour défendre nos clients et les défendre tous. Donc il ne s'agit pas de dire à quelque moment que ce soit, qu'il faudrait, en promouvant des démarches vertueuses, venir émettre des jugements sur des confrères qui défendraient des entreprises qui sont coupables d'atteinte. Bien au contraire, c'est notre travail, c'est notre rôle, et pas plus que en tant que participants à la chaîne de valeur, qu'on puisse être amené à divulguer des informations soumises au secret professionnel. Je fais cette petite parenthèse, mais pour qu'il n'y ait absolument aucun malentendu avec vous, c'est ce dont je parle, c'est de ce à quoi on peut s'assujettir volontairement au niveau interne en réalité. Donc, on l'a dit, enjeu de recrutement et de fidélisation des collaborateurs, et puis aussi un enjeu d'autorégulation en réalité, parce que on ne va pas se mentir,
Chacun doit prendre sa part du travail en la matière et donc on le voit avec les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. On a des obligations, nous aussi, de regarder dans nos cabinets, d'auditer quels sont les fonds qu'on manie, etc. On le voit aussi sur une manière beaucoup plus anecdotique sur le RGPD. Et là, je parle de l'application interne des cabinets d'avocats de ces règles-là. Donc, on y est assujetti et on peut mieux faire. Et on le voit aussi particulièrement en matière de harcèlement et de discrimination. Il faut avoir vécu, je ne sais pas, comme un ermite ces 2 dernières années pour être complètement passé à côté des différents scandales qui ont été dénoncés par voie de presse. Et je pense que ce serait une réelle erreur des cabinets de manière individuelle de ne pas se saisir en fait de ces difficultés-là. Donc bien sûr, c'est peut-être quelque chose qui paraît évident parce que en fait, spontanément dans la profession, on se dit la RSE, c'est pas un sujet pour les avocats parce qu'en fait, on est déjà un peu conforme parce que ça vient de notre déontologie, ça vient finalement de nos rapports, etc. C'est pas pour nous. En réalité, déjà, la RSE, ça va bien au-delà en fait de ce qui est contenu dans nos règles internes, notre déontologie. Donc, il y a des efforts à faire sur un champ qui est éminemment plus vaste, mais on a beaucoup de travail vraiment pour être plus vertueux sur les règles qui s'appliquent effectivement. Ce que je peux vous dire en la matière, par exemple, pour ce qui est harcèlement, discrimination, c'est que on a un enjeu vraiment de gouvernance au sein des cabinets, mais aussi au sein de la profession. On est en train de travailler beaucoup là-dessus au Conseil national des barreaux. On a un groupe de travail dédié. Le barreau de Paris est très en avance, mais il faut absolument qu'on rehausse nos standards en la matière, qu'on soit capable, c'est ce qu'ont dit tous les intervenants avant, en fait, ce qui est important quand on mène des enquêtes, quand on met en place des mécanismes d'alerte, c'est que les règles, elles soient connues, c'est qu'elles soient claires pour tous, c'est qu'on sache ce qui est fait, ce qui existe, et c'est aussi qu'on ait confiance dans la gouvernance, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas, toutes ces choses-là, si la chaîne de gouvernance elle-même, elle n'entraîne pas de la confiance. Et pour créer de la confiance, il faut qu'en fait, il y ait des actes positifs qui soient vus et qu'on sache que le sujet est traité et qu'il est traité avec sérieux. Et donc, à ce titre-là, vraiment, j'insiste, mais c'est pas le seul sujet, mais on a vraiment beaucoup de choses à faire collectivement, et les instances se sont saisies, mais aussi individuellement dans les cabinets. Et puis, il y a aussi un aspect qui peut paraître parfaitement anecdotique pour des sociétés de services comme les cabinets d'avocats, notamment tout ce qui est environnemental. Je pense qu'en 2022, c'est pas complètement délirant de se poser la question de l'impact de son archivage, de l'impact du stockage de ses emails, de fournir des plateformes pour télécharger des pièces jointes pour éviter de faire partir énormément de mails avec des pièces jointes très, très lourdes. Enfin, il y a énormément de choses à faire à titre individuel. Ce qui est intéressant de noter, c'est que des cabinets l'ont fait et ils sont nombreux à s'inscrire dans ces démarches. Alors oui, évidemment, on pense que c'est parfois juste de la publicité, du greenwashing. Peut-être, je ne suis pas habilitée à le contrôler en la matière, mais cette démarche qui est d'établir un diagnostic de comment ça marche dans mon cabinet, de vraiment dresser un état des lieux, de se fixer des objectifs et après d'aller voir comment ces objectifs sont travaillés et s'ils sont atteints, c'est une démarche qui est assez intéressante et qui est de plus en plus développée par des cabinets, notamment par la création d'entreprises, enfin de sociétés à mission. Ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que, bon, encore une fois, je ne suis pas apte à vous dire dans quelle manière les engagements concrets sont respectés, etc. Mais le fait de passer sous un statut de société à mission, c'est quand même le fait de se soumettre au contrôle d'un organisme tiers indépendant, puisque c'est inhérent à la réglementation de la société à mission. Des cabinets l'ont fait et certains l'ont fait en éditant des chartes RSE qui sont ambitieuses.
c'est peut-être pas le cas de tous, mais certains sont allés vraiment chercher à établir des dynamiques en interne et ont posé des engagements extrêmement concrets. Je regardais ce matin la charte RSE d'un cabinet marseillais qui est allé jusqu'à poser dans sa charte RSE une forme de droit de retrait. Par droit de retrait, ce qu'ils entendent, c'est la faculté de refuser d'intervenir auprès d'un client parce qu'on n'est plus du tout en phase avec les valeurs de son client et avec la manière dont il opère. Et ils ont ouvert aux collaborateurs de manière collégiale la faculté de soumettre en fait le retrait. Donc on peut avoir aussi, je ne sais pas s'ils le pratiquent et je ne sais pas jusqu'où ils vont aller et selon ce que ça peut impacter sur leur chiffre d'affaires, mais on peut avoir des politiques qui sont ambitieuses et pas être que dans les bonnes intentions. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que on a un enjeu économique en tant que prestataire, mais on a aussi un enjeu économique et pas que en tant que sujet. Et j'aimerais vous avoir convaincu que c'est vraiment une piste intéressante pour les cabinets d'avocats et que, au-delà de la contrainte, c'est une façon de réinventer notre métier d'une manière intéressante. Merci beaucoup. Et si justement certains avocats souhaitent réagir sur ces propositions, en ligne ou à distance, c'est le moment. J'ai une petite question pour vous qui est un peu peut-être un partage d'expérience si vous avez eu beaucoup de cabinets. C'est que quand on est associé d'un cabinet avec 7-8 associés, on est vraiment dans notre métier sur le principe un homme, une voix ou une femme, une voix. On peut être, à titre personnel, vouloir s'engager sur ce sujet, voire même à élaborer des normes et à avoir des chartes ambitieuses. Et puis en fait, il y a 2-3 associés qui en ont rien à faire et qui au sein de leurs équipes n'appliquent pas du tout ça. Et enfin voilà, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Comment on fait pour essayer que cette dynamique, alors j'avais pas cette espèce d'élan qui peut venir des collaborateurs justement pour forcer, mais voilà, est-ce que vous avez des partages d'expérience? C'est bon, ouais. Malheureusement, non, parce que c'est vrai qu'on a peu de recul et peu de témoignages. En fait, c'est vrai que je suis allée voir en cherchant pour cette intervention des exemples concrets parce que on le sait, mais après aller voir comment ça se passe en pratique dans les cabinets. Je pense, c'est votre question qui me fait penser déjà qu'il ne faut pas aussi opposer les petites et les moyennes et les grosses structures. Ça, ce serait une grossière erreur parce que chacun peut contribuer en fait à son échelle. Les très grosses structures seront peut-être plus organisées avec des process plus normalisés, mais en réalité, ça concerne tout le monde. Et en revanche, dans ce que vous évoquiez, c'est-à-dire un cabinet d'une taille moyenne avec des associés, effectivement, là, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'impulsion collective, non seulement ça va limiter l'engagement, en fait, de la structure dans sa globalité. Et en plus, ça va la pénaliser par rapport à ses objectifs. Parce que c'est pour ça qu'il faut les établir d'une manière extrêmement concertée, je pense, en essayant de susciter le maximum d'adhésion. Parce qu'en réalité, une fois que vous vous êtes fixé l'important et le jeu, c'est la traçabilité de l'atteinte de ces objectifs. Et donc forcément, si vous avez 3 associés sur 8 qui n'ont pas du tout envie, non seulement ils ne vont pas eux-mêmes prendre leur part, mais en plus, ils risquent d'avoir un effet de frein pour les autres. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et pour ça, l'engagement des collaborateurs, je pense que c'est un bon moyen parce que si vous êtes sur une structure où il y a 15 personnes, si on n'a que 3 qui ne sont pas d'accord, bon gré mal gré, ils vont finir par s'habituer. Et puis après, si vous êtes plus nombreux, il y a certaines choses sur lesquelles vous leur laissez moins de choix puisque ça implique quand même de réfléchir à ces process et de les changer. Donc, il y a peut-être certaines actions qui se feront malgré eux. Merci. Moi, j'avais une question. Souvent, le choix de locaux se pose quand on s'installe.
Et on peut avoir des exigences RSE dans le choix des locaux aussi, et par exemple avoir envie de se mettre dans des locaux partagés et d'être en contact avec d'autres professions, par exemple. Est-ce que vous savez où en sont les critères de l'ordre là-dessus? Parce que je sais que par le passé, ça peut être assez compliqué. Alors, à ma connaissance, pour l'instant, la définition du domicile n'a pas évolué dans le RIM. Ce qui implique que le partage de locaux avec des professions qui ne sont pas des professions réglementées avec lesquelles vous ne pouvez pas partager une salle d'attente, par exemple, en fait, ne peut se faire qu'à la condition que vous ayez un bureau fermé qui vous permette de mettre sous clé vos dossiers. Je sais que la question se pose beaucoup pour les coworking, en fait, qui font des coworking pas sectoriels, parce qu'en revanche, il y a de plus en plus d'ordres qui ouvrent des coworking d'avocats, il faut le savoir. J'étais à Nantes hier, ils ont tout un plateau en fait au niveau de la maison des avocats destiné à devenir un coworking qui a vraiment, enfin c'est assez impressionnant parce qu'ils sont dans une démarche assez ouverte et ce qui est pas le cas de tous les ordres hein, là-dessus. Et donc apparaît la question du coworking, c'est énormément posée. C'est vrai que c'est autorisé à la condition que votre bureau soit fermé. Ce qui, d'après ce que je sais des formules commerciales traditionnelles qu'on peut trouver, est pas forcément gênant pour l'échange avec d'autres professionnels. Il y a quand même énormément de lieux de vie communs et de capacité à croiser des tiers. En revanche, c'est très cher les bureaux gratuits, enfin les bureaux fermés dans les coworking. Voilà, faut le savoir. Mais non. Après, peut-être que la notion de domicile sera amenée à évoluer, à être révisée du fait de la période qu'on a connue, de l'essor du télétravail, de la possibilité maintenant de travailler à distance. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc voilà, les textes en l'état sont comme ça. Oui, c'est ce que disait la bâtonnière de Nantes, effectivement. L'idée, c'était en développant... Ah oui, pardon. Non. Juste, j'ai fini ma question. Je parlais très fort. Ah, pardon. Oui, pardon. Alors, donc, ma question était, sauf erreur de ma part, à Nantes, le barreau a ouvert la possibilité d'avoir une domiciliation au domicile personnel de l'avocat. Alors, quand on connaît les coûts de domiciliation, notamment dans des barreaux comme le barreau parisien, je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. Donc voilà, est-ce qu'au niveau national, il y a une réflexion là-dessus? Il y a tout un business aussi autour des domiciliations. Donc, enfin, est-ce que c'est vraiment quelque chose un épiphénomène ou est-ce qu'il y a un peu une mouvance dans ce sens-là? Je ne saurais pas dire s'il y a une mouvance. Ce qu'a expliqué la bâtonnière de Nantes hier, c'est que oui, ils ont conçu justement ce coworking d'avocats avec cette faculté de se domicilier chez soi, à son domicile personnel. Donc l'idée, c'est de dire, on va permettre aux confrères de se domicilier chez eux. Pourquoi? Parce que nous, comme on leur offre un espace qui est conforme en fait à la maison du barreau et qui ne pose pas de problème déontologique, finalement, il n'y a pas de difficulté. Après, ça pourrait très bien être dupliqué dans d'autres barreaux. Ça, je ne sais pas s'il y a une impulsion. J'ai pas de remontée de terrain là au moment où je vous parle. Et en revanche, j'ai pas connaissance de travaux en cours sur une nouvelle définition du domicile. Et je vois une dernière question en ligne de Monsieur Jambin, à nouveau. Ou Maître Jambin, je sais pas. Non, alors je suis plus avocat, mais j'ai quand même le droit de poser une question, peut-être, non? Tout à fait. C'est une blague. Non, alors moi je travaille pour une grande entreprise et évidemment on a un marché avocat et on est très regardant sur le respect des droits fondamentaux dans les cabinets d'avocats. Vous avez tout à l'heure parlé des problématiques liées aux risques psychosociaux des collaborateurs, les congés de maternité des collaboratrices, on sait tout ça et évidemment on le déplore. Ce que j'ai pu observer, c'est que dans les grands cabinets anglo-saxons, alors c'est peut-être du greenwashing, mais beaucoup ont signé des engagements RSE. Vous avez dit tout à l'heure que les instances professionnelles voulaient s'emparer de ce sujet. Alors, on sait très bien que les instances représentatives des avocats sont assez nombreuses, assez divisées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous souhaiteriez vous
vous saisir du sujet. Sujet qui est d'autant plus important qu'on voit quand même une évolution notable. C'est qu'aujourd'hui, quelques cabinets répondent à des appels d'offres. Et dans les critères des appels d'offres, on voit monter en puissance les critères RSE. Et donc, se préparer aujourd'hui, quand on est un cabinet d'avocats, à respecter ces grands principes fondamentaux, c'est aussi se mettre en ordre de bataille pour répondre à des appels d'offres. Et puis, dernière observation, parce que ça serait un peu facile de jeter l'opprobre sur les cabinets d'avocats, il y a aussi peut-être de la part des entreprises qui sont donneuses d'ordre, qui saisissent parfois les avocats un peu tardivement ou un peu au dernier moment, un certain nombre de règles élémentaires à respecter pour éviter justement de participer à ces violations flagrantes de la RSE. Oui, pour commencer sur le dernier point, effectivement, ça peut être une chose aussi intéressante à envisager en fait au moment tout simplement aussi de la négociation avec l'entreprise, peut-être même de la convention d'honoraires, de poser ces questions aussi du fait que le cabinet il a pris des engagements vis-à-vis, y compris de ses collaborateurs, en termes de respect de la vie privée, d'équilibre vie pro, vie perso, et que par conséquent, ça entraîne des process. Ça, c'est à voir. De toute façon, c'est pas normé. Effectivement, c'est à chaque cabinet de le mettre en œuvre, mais c'est une piste de réflexion qui est vraiment intéressante. Pour répondre à votre question sur la façon dont les instances se saisissent, alors sur la RSE des cabinets d'avocats, il y a un guide qui est édité par le Conseil national des barreaux avec un outil d'autodiagnostic pour traiter une grande partie des problématiques. Après, c'est vrai que justement, il est axé par priorité aux problématiques qu'on connaît dans la profession, qui vont être la diversité, l'équilibre vie pro, vie perso, ce genre de choses. Et effectivement, il est moins axé sur d'autres thématiques RSE, et là-dessus, on peut mieux faire, on le sait. D'ailleurs, l'idée, c'est de poursuivre les travaux. Et spécifiquement sur ces questions, comme indépendamment du guide et de l'outil d'autodiagnostic qui sont juste des éléments en fait d'information et de soumission strictement volontaire en réalité des cabinets, sur les thématiques harcèlement, discrimination, là on a créé un groupe de travail cette année qui a pour vocation de travailler en fait de manière concrète sur de la formation, puisque vous rappeliez en fait la diversité des instances dans la formation. C'est en fait tout simplement la discipline, elle relève des ordres qui l'appliquent d'une manière qui n'est pas forcément uniforme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tous la même culture, pas tous les mêmes moyens, pas tous les mêmes formations. Là, l'idée, c'est d'être en capacité de fournir, en fait, pour ce qu'on appelle les CRD, ce sont les conseils régionaux de discipline, qui vont avoir à traiter, en fait, ce type de dossier, une formation, en réalité, qui soit approfondie et qui permette de faire prendre conscience, en fait, à chaque confrère, ne serait-ce que déjà de la réalité du droit positif applicable en la matière. Je pense que beaucoup ignorent que la réglementation applicable aux discriminations, qui est une réglementation issue du droit européen, elle s'applique aux cabinets d'avocats et y compris aux collaborateurs libéraux. C'est pas un problème de salariés. Ça, c'est absolument pas pris en compte par la réglementation applicable. Et c'est un truc que les confrères qui se sont pas intéressés au sujet, et je leur jette pas la pierre, ont pas forcément en tête. Et je suis trop longue. Non, pardon. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'informations à donner. Et quand on parle, on a en tête des scandales, etc. Mais la discrimination, c'est aussi la discrimination sur la rémunération, par exemple. Donc vraiment, en fait, je pense qu'on pêche par ignorance, et puis aussi peut-être par culture, parce que c'est vrai que on a tendance à considérer peut-être dans les structures plus petites qu'en fait on est chez soi. Mais chez soi, c'est une entreprise en fait, et à laquelle on applique le droit. Donc on est vraiment et on l'applique pas de manière variable. Et donc c'est vrai qu'il y a un enjeu de formation en fait de tous les confrères qui vont siéger dans ces conseils de discipline, qui vont avoir à traiter ces sujets. Et puis il y a un énorme enjeu aussi de développement en fait de dispositifs d'alerte, de dispositifs de recueil de la parole en fait des victimes. Et on doit être capable collectivement de susciter de la confiance en fait à l'égard de ces sujets. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si, vous avez parfaitement répondu à ma question et je vous remercie.